après, dans 5 minutes, j'ai bien bossé avec ça. Ça touche d'une manière ou d'une autre des questions extrêmement personnelles, extrêmement intimes. C'est-à-dire que ça nous fait par la réflexion, mais par les deux canaux, c'est la réflexion d'un côté, c'est-à-dire le savoir de ces personnes que tu interroges, mais aussi par la force des images qui ne sont pas directement des images d'entretien, mais qui sont ces images si belles d'écorce, d'eucalyptus. Enfin, moi, c'est tout juste si je ne les ai pas senties, ces feuilles d'eucalyptus. De fenêtres. Ah, l'odeur, tu veux dire. Oui, sentir, oui, l'odeur, je veux dire, parce que je les connais bien. Et c'est vrai que l'alternance entre les deux fait qu'on rentre à la fois dans un savoir. Il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Si j'avais vu ce film il y a 2 ans, je me serais économisé des heures de travail pour comprendre ce qu'étaient les neurones miroirs. Parce que là, on comprend ce que sont les neurones miroirs. Quand vous êtes seul, vous n'êtes pas spécialiste et vous êtes face à un texte écrit par un chercheur, c'est nettement plus difficile. C'est vrai que ça fait aussi réfléchir sur ce que c'est que la transmission par le cinéma. Il y a quelque chose qui rend plus aisé le fait de rentrer dans des concepts assez complexes. Donc d'une part, le fait de rentrer dans ce chemin du savoir que tu proposes par ces rituels qui sont demandés à chaque fois de manière très précise, les mêmes à chacun des savants que tu interroges, et puis l'autre chose qui s'adresse à nous par la sensualité, par l'écoute, par le visuel que tu nous donnes à travers ces magnifiques fenêtres qu'on retrouve dans ton cinéma, mais qui là sont un peu différentes, peut-être parce que tu nous donnes une explication avec le rapport à la fenêtre de chez toi. Et je trouve que ce double cheminement qu'il y avait ailleurs, qu'il y avait par exemple dans Annonce, je l'ai vu aussi dans Annonce, là, il a une plus grande force peut-être parce que il me semble que tu nous renvoies à ce que nous sommes. Et qu'effectivement, forcément, nous plongeons dans nous-mêmes. C'est-à-dire que ce qui est inatteignable, sauf par un IRM, et là franchement, cinéaste qui montre une image IRM fonctionnelle de son propre cerveau, ça je dois dire que j'admire, je trouve ça vraiment très intéressant. L'autre chose aussi que je voulais dire, c'était que je suis très sensible à la façon dont tout le film propose une sorte de... tout le temps de lecture à double sens. C'est un petit peu comme la fascination, pas la fascination, la façon dont la langue hébreu fonctionne avec plusieurs sens, tout aussi valables l'un que l'autre dans chaque mot. Et on a l'impression qu'on peut à la fois, bien sûr, lire ce qui nous est proposé sur l'apprentissage des langues, mais en même temps, c'est l'apprentissage de l'ouverture intellectuelle, tout ce qui est dit et qui court à travers tout le film sur l'autre. Et ça, moi, je trouve ça vraiment très, très beau parce que, peut-être aussi, surtout en ce moment, on a envie d'entendre des gens qui vous disent l'être est en devenir, il n'est pas fixé, il n'est pas figé, et donc, c'est ce que dit Ansermet, hein, effectivement, et c'est très beau de terminer par ça, c'est une espèce de proposition d'ouverture et donc d'acceptation de l'autre. Et quand je parlais des deux chemins, comme ça, entre le savoir et la sensation, ben, c'est d'une certaine manière ce que dit de manière beaucoup plus cérébrale Sharon Papercamp. Non, c'est pas elle qui parle de l'empathie. C'est pas les neurones miroirs. Ouais. C'est le savant italien. Voilà, Gallese. Effectivement, sur les neurones miroirs qui entraînent l'empathie, etc. Ça, c'est l'explication scientifique. Mais en même temps, à chaque fois qu'on entend parler d'empathie, qu'on se dit oui, qu'est-ce que c'est l'empathie? C'est pas simplement, c'est pas la sympathie, c'est pas le fait de souffrir avec, c'est le fait d'être avec quelqu'un, de rentrer dans son fonctionnement, de comprendre son fonctionnement. Ça aussi, même à travers du savoir, et le savoir le plus cérébral, ça reste comment est-ce que, depuis mon intimité, de mon intérieur, de mon être, de mon cerveau, que je ne connais pas, je peux accéder à l'autre et comment justement je peux être intéressée, passionnée par l'autre. Et moi, merci. Moi, je trouve ça très beau, vraiment très très beau. Donc, tu voulais que je te pose des questions? Si tu sais, si tu demandes maintenant, est-ce que quelqu'un a une question? Peut-être Saad, oui, peut-être. Il va en avoir une, mais tu te prépares, hein? Mais je crois... Allez-y, oui. Une petite question sur le tournage lui-même relativement anodine. Dans la scène
qui est répétitive de la pièce. J'ai l'impression que lors du premier très léger zoom avant, les fleurs se colorent. Alors, est-ce que je l'ai imaginé ou est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est une signification? Moi, je vais vous dire. Je ne pensais pas que tu ferais des effets spéciaux dans ton cinéma. Et là, quand j'ai vu les fleurs se colorer, parce qu'elles se colorent, alors elle va vous dire ce qu'elle a fait. Mais là, moi, je suis tombée dans mon fauteuil en me disant « Ah, mon d'un chien !» Elle nous fait un effet numérique comme ça. Nourrit ta ville, documentariste. À toi de répondre. Non, et pourquoi je ne les ferais pas? Et pourquoi je les fais? Parce que dans ma mémoire, vraiment, les fleurs, c'est très fort, cette couleur-là de fleurs. Et j'avais donc, pourquoi pas jouer, hein, c'est une sorte de jeu. Et en plus, il y a comme, pour moi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus fort, c'est comme si je trouvais encore dans quelque chose qui est fixe, comment mettre du mouvement. Parce que tout d'un coup, il y a un mouvement, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de le passage, c'est un mouvement qui passe dans un temps, hein, à l'intérieur d'un plan fixe. J'ai trouvé ça et je l'ai fait une autre fois dans le film. Hein. Vous vous rappelez qu'il y a une deuxième fois où... Non, quand même, il y a un très long plan de l'arbre, hein, et qui commence en noir et blanc et qui finit en couleur. Hein. Très très long plan où je parle du vent, du rouar, les réars qui veut dire l'odeur et les rouars qui veut dire le vent. Hein. Et là, pareil, il y a comme un mouvement parallèle qui est avec le mouvement que je dois dire que ce mouvement-là, j'ai inventé un truc pour faire ce mouvement qui est quand même étrange, hein, dans les arbres. J'ai inventé une sorte de mettre deux têtes l'une sur l'autre. Hein. Donc ça fait un mouvement très bizarre. Des têtes de caméra? Deux têtes de caméra l'une sur l'autre. Bon. Mais c'est-à-dire qu'à ça ne te voit pas, mais pour ça, pour la première fois, j'avais besoin d'inventer quelque chose. Peut-être que d'autres l'ont fait avant moi, mais moi, j'ai trouvé ça, quoi. Mais donc, ça faisait des mouvements bizarres que j'ai jamais fait de ma vie avant. Hein. Ça en trouve encore. Et voilà. Mais... Je pense que quand on se permet de mettre des photos de soi bébé, chose qu'on n'a jamais faite dans un film, on peut se permettre de colorer et de faire un effet spécial qui va contre toutes les théories classiques du documentaire. C'était pas du tout ça, c'était imaginer qu'il puisse y avoir une signification. Je suis pas du tout puriste, peu m'importe, de voir un film colorisé, mais c'est le seul élément qui a été coloré, donc il est pas le seul, il y en a un autre. Dans cette image-là. Oui. Non, pas dans cette image. Oui, c'est ça, oui. Mais parce que justement, j'avais cette image-là et les fleurs, pour moi, avaient cette couleur-là. Donc, voilà. C'est pas une question de purisme, c'est parce que vous avez raison, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que si une cinéaste se met à faire autrement que ce qu'elle fait d'habitude, elle peut le faire non seulement dans le fait d'introduire de l'intime, mais aussi, du coup, et pourquoi pas, d'introduire de la couleur dans du noir et blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je l'ai fait déjà dans le film précédent, hein, dans l'annonce, c'était là, très fort. Hein. C'est-à-dire, ceux qui ont vu l'annonce se rappellent que chaque plan commence avec un plan fixe de la femme qui pas seulement s'écolore, il se met en mouvement. Hein. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la recherche de ce que c'est le mouvement. La photographie par rapport au cinéma. Et de toute façon, il y a une recherche sur la photographie dans celui-là et dans le film précédent. Ces rapports image fixe, image en mouvement. Hein. Tant qu'on est sur les tournages, l'eucalyptus, tu as eu une grue? Non. Comment tu fais? Un on monte très très haut dans l'eucalyptus quand même. Pas du tout. Et c'est mon appartement à Tel Aviv que j'ai acheté l'appartement à cause de ces larmes, vraiment sérieux. Et parce qu'en fait, c'est l'arbre le plus vieux, l'eucalyptus le plus vieux de Tel Aviv. Et j'ai toujours rêvé ça, et après, voilà. Maintenant, une fois que je fais
parce qu'il y a 3 images de cette maison-là, et une fois que je fais ces images, à la limite, je peux quitter l'appartement. Oui, parce que du coup, il est là par... Mais c'est vrai, hein. Et je me suis dit, voilà, je ne savais pas, mais c'était pour faire ces images-là, pour ce film-là, que, voilà, hein, que cet appartement existe. Il y a d'ailleurs, je te vois sourire, Isabelle connaît, hein. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? J'ai beaucoup apprécié le plan, en fait, quand le psychiatre parle de l'inconscient, en fait. J'avais pas du tout imaginé, en fait, une image pareille. Je fabrique des images aussi. Juste une idée du négatif, en fait. Enfin, pas du négatif, mais une image renversée, en fait. Que l'inconscient pourrait être une image renversée. Ce qui me fait rebondir, en fait, sur le fait que vous étiez photographe, vous êtes photographe, et que l'on pourrait imaginer la chambre noire comme un cerveau, et le miroir comme quelque chose qui reflèterait, en fait, justement, à l'envers, cet inconscient, quoi. Ce qui est bien qu'on peut imaginer. C'est qu'on imagine, c'est chacun, oui, on peut imaginer. Mais ça donne à imaginer ça, effectivement, c'est vrai, c'est très frappant. Ces arbres à l'envers, effectivement, cette perception, bon, c'est aussi l'image inversée, hein, dans l'œil, bien sûr. J'imagine que c'est ce que vous dites, c'est bien sûr. La caméra, hein. C'est la caméra, mais il y a autre chose aussi qui est très, très puissant à ce moment-là, c'est la façon dont Nourit Aviv fait disparaître la querelle extrêmement violente qu'il y a actuellement entre les psychanalystes et les neurocognitivistes. C'est-à-dire que là, Ansermet parle de manière très, très sereine. Hein, il y a 2 inconscients, effectivement. Or, bon, on ne va pas rentrer, moi je ne suis pas assez compétente pour parler de cette querelle, mais je sais qu'elle est extrêmement vive, et quand les chercheurs se mettent à s'agresser l'un l'autre, c'est en général assez coton. Mais c'est important parce que le film lui-même prend position par rapport à ça. C'est-à-dire que à dire que le cerveau, justement, c'est quelque chose qui se construit à plusieurs reprises, il s'agit de la plasticité du cerveau, forcément, tu prends position par rapport à la question de l'inconscient. C'est intéressant de t'en entendre parler. Je ne crois pas qu'il faut que j'en parle. Je crois que la démarche, la mienne dans les films, elle est déjà une démarche qui est par association d'idées. Donc, il n'y a pas une vue d'ensemble. Hein. C'est-à-dire que moi, ma démarche est déjà enfance, association d'idées, et peut-être inspirée par la psychanalyse. On relaiera ce que vous dites. Je suis très intéressé par le titre du film. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi. Le titre du film m'intéresse. C'est poétique du cerveau. C'est une des raisons pour laquelle je voulais vraiment venir le voir. Et parce que je ne savais pas pourquoi vous aviez intitulé ça poétique du cerveau. Bon, ça peut être. C'est un titre joli, de toute façon. Donc on peut dire. Voilà. Pourquoi pas, enfin, c'est un titre agréable. Mais je me demandais si c'était autre chose, hein, si c'était si l'utilisation de ce mot poétique avait un sens fort. Et je crois que oui, enfin, parce que, alors, si j'ai une question que je pourrais vous poser, c'est, ça me fait penser d'ailleurs quand vous dites au début là, que vous étiez deux camarades ou deux collègues, et que l'un est devenu un grand savant du cerveau, et vous avez continué à faire de la photographie. Il me semble percevoir dans le film que vous dites, pas vous dites, mais vous exprimez le fait qu'il n'y a pas seulement une science du cerveau, qui est d'ailleurs aujourd'hui tellement importante, les neurosciences, c'est très important, mais que peut-être il y a autre chose que la science du cerveau. Et c'est ce que vous faites, autre chose. Alors, parce qu'on pourrait dire, c'est un film intéressant au sens transmission de la connaissance, ou voilà. D'ailleurs, c'est le cas. On apprend des choses.
Et c'est mieux qu'un livre, enfin c'est plus rapide que de lire les articles. Donc voilà, ça pourrait être un documentaire, au sens quelque chose où on apprend un certain nombre de choses sur l'état des sciences du cerveau. Mais c'est pas ça. Enfin, je suis, non seulement on le voit, mais c'est pas facile toujours à comprendre qu'est-ce que vous faites exactement. Et le fait que vous utilisez le mot poétique m'a l'air très intéressant. Alors, on pourrait dire, c'est le cinéma lui-même est une poétique. Enfin, un instrument poétique, disons. Comme la langue, bien sûr. Hein. D'ailleurs, la langue est là aussi. Mais voilà, donc c'est ça à la fois la question. J'ai déjà un peu la réponse à ça, mais ça m'intéresse d'aller un peu plus loin, ou que vous alliez un peu plus loin pour qu'est-ce que c'est que poétique? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, ce mot-là, ce concept, cette notion-là, qui peut passer aussi bien par la langue que par le cinéma, que par peut-être encore d'autres choses. La séquence que j'ai trouvée, moi, la plus intrigante, c'est celle sur l'odeur. Parce qu'il y a encore il y a du mystère. Voilà, et ce mystère-là, elle est très intéressant. Hein. Peut-être qu'il y a une poétique de l'odeur, encore plus qu'une poétique du visuel ou même du sens. Mais voilà, donc j'ai un peu la réponse, mais que le début de la réponse, à savoir, qu'est-ce que le poétique? Et pourquoi? Et est-ce que, par hasard, le cerveau ne mérite pas, enfin, ne mérite pas, pas que le cerveau d'ailleurs, est-ce que le mode de connaissance poétique, si on veut appeler ça un mode de connaissance, n'est pas une affaire très intéressante et qu'il ne faut pas laisser le cerveau aux scientifiques, enfin, façon de parler, hein, façon de parler, disons, hein, mais que bien entendu, la science est... Mais que peut-être nous avons besoin, pas seulement pour le cerveau d'ailleurs, hein, pour la Terre, enfin, pour plein de choses, d'un mode de connaissance poétique. Alors que ce soit le cinéma ou d'autres. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai commencé à percevoir dans le film, mais je ne sais pas si c'est ça que vous avez entendu. Je crois que vous l'avez dit très très bien. Vous avez tout dit. Moi, je n'ai pas envie de dire plus, mais je crois à ce que je trouve vraiment bien, que vous dites qu'il ne faut pas laisser... Moi, je ne crois pas qu'il faut laisser ces savoirs-là aux chercheurs. Eux, ils sont en train de trouver, et c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on en fait. Et je crois que c'est un patrimoine de l'humanité. Hein. Et en plus, bon, c'est pas des vérités, c'est maintenant, aujourd'hui, ils savent ça, ils disent ça, ils l'interprètent comme ça. Mais peut-être si on s'occupe un peu plus, peut-être on va trouver d'autres interprétations. Et moi, je cherchais dans le poétique, parce que je me suis pas intéressée ni à la maladie, parce que quand on parle maintenant cerveau, c'est tout le temps maladie, application. Hein. Comment on peut faire quelque chose. Moi, je voulais savoir comment ça fonctionne. Et vous avez dit, comme la langue, hein, que sais-je. Hein. Et puis, je crois qu'il y a des choses qu'il y a beaucoup d'inconnus, hein, de tout ordre là. Et je crois qu'il y a quelque chose dans cet inconnu, vous avez dit, bon, mystérieux, cet inconnu-là qui est peut-être le moteur de leur démarche, le moteur de ma curiosité et de chercher. Voilà. Hein. Mais tout ce que vous avez dit, ça me paraît... Oui. Ce qui m'intéresserait, c'est aussi de voir comment vous utilisez le cinéma de façon spéciale. Enfin, je ne sais pas si c'est très spécial. Moi, je suis pas un expert en cinéma. Pas du tout. Vous êtes expert en quoi? Moi, plein de choses, mais pas en cinéma. Mais dites-moi quand même. Non, je suis à la fois ingénieur, écrivain et peintre. Voilà. Donc voilà, on est... Oui, bien sûr. Mais bon, vous utilisez le cinéma, je fais l'hypothèse que... Parce que moi, je prends très au sérieux votre mot de poétique. Et poétique. Et je me dis que vous faites... Tout le cinéma n'est pas... Enfin, on peut faire du cinéma pas poétique, quand même. C'est un peu vague comme expression. Hein. Que le cinéma puisse être un instrument poétique de connaissance du monde, de connaissance de la réalité, c'est ça qui est intéressant. Alors, le cinéma peut l'être. Le cinéma a une puissance poétique. Pas tout le cinéma. Et ça m'intéresserait. Si j'étais un connaisseur de cinéma, j'essaierais de voir comment vous utilisez le cinéma poétiquement. Mais comme je suis ignorant en matière de cinéma, mais ça m'intéresserait de voir pratiquement les rythmes, voilà. les avez souffles, répondu, etc. Ça va, il répond. J'allais répondre en moins ça, et vous dites rythme, c'est vraiment, je crois, là, le défi, vraiment, presque le seul. Vraiment, le défi, c'est le rythme. Vous l'appelez souffle aussi, et c'est très bien. C'est-à-dire que, et en plus, souffle, c'est le rouar, hein, qui est là.
Mais c'est les doubles sens, je veux dire, c'est dans plusieurs sens. Et vraiment, pour moi, c'est absolument le rythme. Chaque fois, c'est est-ce que je vais y arriver de faire quelque chose que je reste, qui soit dans un rythme. Hein. Donc, il y a les images, mais les images viennent en rythme. Hein. Donc, la taille de l'image, et même, j'ai répondu tout à l'heure, la couleur, elle est rythmique. Hein. C'est pas les sens qui m'intéressent. Dire oui, je me rappelle les souvenirs. C'est pas ça. Ça vient comme une coloration comme ça. Mais là, un mouvement. Elle a un mouvement. Et c'est ces mouvements-là qui m'intéressent. Hein. Et vous l'avez dit, bon, on cherche un sens. Oui, je peux. Oui, oui. Je voulais savoir si vous y associez quelque chose de particulier. Moi, je l'ai vu. C'est un double, c'est-à-dire c'est double. Hein, oui. C'est que c'est un souvenir fort, mais comme quelqu'un qui fait. C'est pas mis au hasard. C'est pas mis, ça peut pas se mettre au hasard. Mais je dis parce que quelqu'un décide de les mettre, mais il y a aussi le mouvement. Le mouvement. Il est petit. Il y a des gens qui l'ont pas vu, donc ça reste aussi. Bon, comme il y a des gens qui ont, pour moi, il y a des gens qui voient pas la première fois, qui voient la troisième fois, mais pour que vous vous rappelez qu'il y a une image, que c'est l'image de l'affiche, hein, oui. Elle est là. Oui. Pour moi, ce qui est important, c'était l'ombre. Bon, il se trouve que beaucoup de gens n'ont pas vu l'ombre, ils ont vu les palmiers bouger. Donc cette image-là, c'est la seule, parce qu'en fait le montage allait très vite, c'est la seule image, la seule que j'ai mis genre 10 fois, une fois comme ça, une fois, parce que j'ai vérifié et j'ai dit qu'est-ce que tu vois? J'ai demandé à des gens, ils m'ont dit des palmiers. Tu vois pas l'ombre? Non. Bon, et pour moi l'ombre était vraiment, et je joue sur l'ombre à un autre moment, hein, parce que il y a la réflexion, il y a l'ombre, c'est-à-dire comme si la mémoire, c'est pas la chose elle-même, mais c'est quelque chose qui est lui, mais pas tout à fait lui, hein, c'est-à-dire l'ombre et la réflexion. C'est quelque chose de l'ordre de cette image, mais donc moi, cette image, l'ombre de palmier sur le mur, il est de quelque chose qui est hors cadre, qui est en dehors, la chose est dehors, et son ombre se jette, et son ombre, il a une ressemblance avec la chose, mais il n'est pas tout à fait la chose. C'est pas tout à fait elle. Et comme la mémoire, hein, c'est pas... C'est-à-dire, c'est pas, la mémoire est toujours différente. Hein. C'est-à-dire, on ne peut pas, on n'est pas capable, on n'est pas capable. Et comme il dit, il fait l'hypothèse que heureusement, ça nous permet d'imaginer. Hein. Je parle de la mémoire biographique, je ne parle pas de la mémoire de fait. Hein. Donc, on ne peut pas, c'est jamais elle, et chaque constellation, elle est nouvelle. Et moi, donc, il y a toujours un mouvement. Imaginez, c'est-à-dire que les cerveaux, il y a tout le temps ces trucs qui bougent comme la mer, hein, donc ça bouge tout le temps, et chaque fois qu'on se rappelle, la mémoire est nulle part. Il est dit bien, c'est pas une image, c'est pas une vidéo, il est nulle part, il n'y a pas la mémoire quelque part, il y a les moments où on se rappelle. Et là, les données, ça appelle les données chaque fois, ils sont dans une autre constellation. Donc on ne peut pas se rappeler de la chose elle-même pareil, quoi. Oui, c'est la lecture, d'ailleurs, on lit. Oui, tout ça, oui. Des questions là devant, non? Je voudrais juste savoir pourquoi vous avez préféré le cinéma à l'écriture comme médium. C'est très très simple parce que je ne sais pas écrire. C'est vraiment... C'est bizarre quand on voit vos films. Non, je ne sais pas. Non, justement, je crois que je fais appel à tous ces gens, que ça vient vraiment... du manque de la capacité d'écrire, hein, que j'aurais bien voulu, mais que je ne sais pas écrire, donc je suis devant des gens qui savent écrire. Bon. C'est pas le cas dans ce film-là, donc du coup, je écris un tout petit peu plus que d'habitude, parce que d'habitude je laisse ça dans le film dans les mains des poètes. Hein. Et là, celui-là, il fallait aider un tout petit peu pour le rendre. Hein. Mais les chercheurs, je trouve qu'il y a, justement, dans les rythmes de la parole, et quand il vient, l'ensemble rend quelque chose qui a un rythme. Hein. Alors, beaucoup de choses extraordinaires ont été montrées, dites.
je suis pour, c'est une phrase de Luc Moulet qui disait que le cinéma cultive. Bon, voilà, un exemple admirable, je trouve, de culture. Peut-être 3-4 choses auxquelles j'ai pensé parmi d'autres. D'abord, la densité, c'est des films qui sont souvent assez courts, enfin des longs métrages, des courts longs métrages qui sont extrêmement denses. Hein. D'abord, cette chose, c'est que la question du savoir, elle se noue, et particulièrement dans ce film, parce que c'est énoncé dans le film, avec la saveur et avec la sagesse. C'est-à-dire qu'il y a de la sapidité et il y a de la sapience, hein, au sens aussi dont Eugène Green défend ça au cinéma. C'est-à-dire que le savoir ne se comprend qu'en relation avec de la saveur, donc c'est pas simplement intellectuel, c'est du corps, c'est de la chair, c'est quand les gens parlent, ils ont un rythme de parole aussi qui est... Je pense au professeur Sobel, qui a un rythme incroyable quand il parle, une espèce de nervosité, c'est un thriller, il raconte une histoire, et là il y a une petite fleur comme ça qui bouge, extraordinaire, ça crée une tension très très forte. Et puis avec la sagesse aussi, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'apprendre ou d'être informé d'eux, il s'agit effectivement de développer et d'entretenir un horizon commun, au sein duquel la question de l'autre, évidemment, est absolument déterminante. Et c'est très beau aussi parce que l'autre du film et de l'auteur qui a fait le film, c'est nous, quand même. C'est le spectateur à qui il est offert une place particulièrement belle. L'autre chose, c'est un mot, par exemple, qui est prononcé par François Ansermet, c'est l'éventail. Il a parlé de l'éventail. Alors, évidemment, ça permet de revenir sur le baroque et l'importance du pli dans ton cinéma, et de l'intervalle, voilà, et donc du souffle, forcément, et de la scansion, et donc du rythme. C'est ça qui est extraordinaire. Et du seuil, et donc de la fenêtre. Et tout ça fait éventail, ce film étant comme une espèce d'éventail de toute l'œuvre, d'une certaine manière, et la relançant aussi très très loin en arrière, en amont, jusque dans cette grotte maternelle finale qui est juste bouleversante, et puis très loin en avant. Et ça, c'est la dernière chose qui m'a paru absolument fondamentale, c'est qu'il y a un temps privilégié dans le film, c'est le futur antérieur. Voilà. Le temps chiasmatique par excellence, et le temps à partir duquel le passé se projette dans l'avenir, le futur se rétro-projette dans le passé. C'est ce qu'on appelle la mémoire, c'est que la mémoire a la préoccupation de l'avenir. Et la question de la couleur dans la photographie, c'est l'avenir de cette photographie. C'est ça aussi qui est beau. C'est pas simplement la résurrection d'une couleur passée, c'est l'avenir de cette photographie. Quoi. Des dizaines d'années plus tard, cette photographie a un nouvel avenir. Et cette question de l'avenir, elle est évidemment fondamentale, précisément parce que probablement que notre avenir, c'est de donner une chance au passé. Quoi. Et ce passé, c'est nos parents, c'est ce qui nous fonde. C'est évidemment l'histoire du cinéma. C'est Ozu, qu'on trouve en Israël ou ailleurs, qui est là, dans le film. C'est ça qui est absolument fondamental. Je repensais à cette phrase d'un écrivain portugais qui s'appelle Teixeira de Pascoal, qui dit « Le futur est l'aurore du passé ». Le futur et l'aurore du passé, c'est la citation d'ouverture d'une certaine manière. Voilà. Bon, je crois que c'est une bonne finale pour cette soirée. Et je vous remercie. Merci à toi.